pense que Pixel va pas arrêter de me donner des coups de queue dans cette vidéo et en fait elle veut ma chaise hein, parce qu'elle se met, je sais pas si vous avez vu sur Facebook, elle se met à ma place à chaque fois que je ne suis pas en train de faire des vidéos. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube où on parle de pédocriminalité sans aucun tabou. Je pense que vous aviez tous deviné le thème de la vidéo de la semaine, je ne pouvais pas passer à côté, je ne pouvais pas m'empêcher de débriefer sur le film Un silence si bruyant. Alors pourquoi ? Mais parce qu'en fait ce film est totalement un miroir pour toutes les victimes. Et je tiens à préciser, parce que beaucoup m'ont demandé pourquoi j'avais mis des shorts sur YouTube en disant des héros invisibles, etc. Simplement parce qu'on identifie souvent les héros à Superman, Batman, ou des fois on donne la Légion d'honneur à des gens qui ont réellement fait des choses importantes, comme ce monsieur à l'époque qui avait sauvé un enfant en grimpant des balcons. C'est tout à fait louable, il n'y a pas de problème. Mais on ne se rend pas souvent compte de l'importance de l'acte de l'héroïsme qu'ont les victimes ou les survivants à parler et à raconter leur histoire. Alors pourquoi ? Pour la simple et bonne raison que ça leur demande un courage énorme et que souvent, malheureusement, c'est l'histoire de leur vie. Pourquoi c'est l'histoire de leur vie ? Parce qu'ils l'ont subi, ils vont le subir encore et ils le subissent au quotidien. Et je trouve que dans ce film, c'est très très bien décrit. Il y a Pixel qui arrive, mais dans ce film, c'est ultra bien décrit et on arrive vraiment à voir et à comprendre ce que les victimes ou les survivants vivent parce qu'on les suit dans leur quotidien. Alors, il y en a qui n'ont pas aimé la manière dont le film a été traité. Pourquoi ? Parce que certains trouvent que ça a été traité de manière trop dramatique. Alors moi, je voudrais vraiment enlever cette mauvaise image tout de suite, simplement parce que ceux qui ont dit ça ne sont ni victimes ni survivants. Et je trouvais que ce film permettait aux proches de victimes ou de survivants, alors pourquoi je dis victimes ou survivants ? Pour que tout le monde puisse s'identifier. Simplement aux proches des victimes ou de survivants de comprendre ce que vivait ou ce que vit une victime au quotidien. Et ce que je trouve aussi important, et c'est quelque chose qui m'a énormément touchée dans ce film, c'est qu'on parle de ceux qui ont parlé, on parle aussi de ceux qui ne parleront jamais, et on parle de ceux qui n'ont jamais pu parler. Alors pourquoi ? Alors désolée, j'essaie d'enlever Pixel du micro parce que sinon ça va donner n'importe quoi. Alors pourquoi je trouvais ça important ? Parce qu'on oublie souvent de donner une voix à ceux qui n'en ont pas et à ceux qui n'en ont pas eu. Et je ne dis pas ça de manière dramatique, c'est simplement que c'est une réalité dont il faut traiter. Et il y en a énormément qui l'oublient. D'ailleurs, il y en a beaucoup qui ont remercié Emmanuelle, Anastasia. Mais je trouve, et même si c'est elles qui sont à la base de ce film, il y a 7 héros pour moi dans ce film. Donc il y a bien sûr Emmanuelle, il y a Anastasia, il y a Norman, il y a Joachim, il y a Pascal, il y a Sarah, et il y a aussi la fille de Sarah. Pourquoi ? Simplement parce que beaucoup voient aussi la maman qui se bat. Mais moi, je peux vous dire que pour Sarah, ça lui demande énormément d'efforts de pouvoir en parler. Et cette petite fille, je la trouve hyper courageuse. Mais surtout, si Sarah regarde cette vidéo, j'aimerais beaucoup lui dire, parce que je pense qu'elle doit culpabiliser, et on le voit dans le film à propos d'énormément de choses, moi, j'aurais rêvé d'avoir une maman qui se bat comme ça pour moi. Et Sarah, c'est en quelque sorte la maman rêvée pour toutes les survivantes, survivants, victimes. Alors pourquoi ? Parce que dans 80%, ça vient de nos proches, les agressions, les incestes. Et dans 20% des cas, la famille prend position pro dos. Donc en fait, Sarah, elle fait partie des 20%. Et on est très très peu comme ça, je tiens à le préciser. Et pour ceux qui diront, parce que j'ai eu aussi cette réflexion, que Sarah c'est plus facile pour elle parce qu'elle est divorcée du papa. Absolument pas. Et justement la preuve, c'est que ça ne l'a pas aidée. Et je trouve ça hyper important de le souligner, c'est que c'est pour ça qu'elle n'a pas été crue tout de suite. Et il y a quelque chose de génial dans ce film, c'est que ça montre que quand un enfant parle pour la première fois et qu'on ne le croit pas, l'enfant se tait. Et il y en a beaucoup qui vont dire ces phrases complètement débiles de « Pourquoi tu me l'as pas dit à l'époque ?» ou « Pourquoi tu m'as pas tout dit ?» ou « Pourquoi ?» Mais pourquoi ? Pourquoi tu t'es tu ? Pourquoi tu t'es pas défendu ? Pourquoi t'as pas dit non ? Pourquoi ? Parce que quand un enfant vous parle, quand un enfant vous fait confiance, et qu'en face, il n'a pas la réception qu'il souhaite, un enfant se tait.
Et les victimes, on est tellement sous le joug de notre agresseur que le jour où on parle, et ça on le voit notamment avec Norman, on se sent fort. Et si cette force est brisée dès le départ, c'est terminé. Et c'est ce qui m'est arrivé, c'est ce qui est arrivé à Norman. Il faut réfléchir là-dessus, c'est vraiment quelque chose où... C'est vraiment un point sur lequel la société doit réellement réagir. Et dans ce film, ce qui est très intéressant et surtout très important, c'est qu'on constate que toutes les victimes survivantes, alors quand je dis victimes survivantes, c'est comme je dis, ça dépend comment on se considère. Donc toutes les victimes ou survivants ont un point commun, ou des points communs. Et c'est ça qui est très important. Dans chaque profil, moi j'ai pu retrouver mon parcours. Alors pourquoi ? Parce que même si l'histoire n'est pas la même si le vécu n'est pas le même si l'expérience n'est pas la même, parce qu'on n'a pas le même âge, on n'a pas vécu les mêmes horreurs, ben le résultat est le même. Le résultat est le même, pourquoi ? Parce que d'un enfant traumatisé, d'un enfant torturé, on donne un adulte perturbé. Et quand je dis ça, c'est pas péjoratif, c'est simplement que c'est un adulte qui ne va pas réussir à se construire normalement. Et j'ai adoré cette phrase de Norman qui dit « ça me demande énormément d'efforts d'être normal ». Mais purée, vous n'imaginez même pas à quel point à chaque victime survivante, ça nous demande des efforts d'être normal ou de paraître normal. Et ça nous demande tellement d'efforts et d'énergie que ça nous épuise. Et ce qui nous épuise aussi, c'est le comportement de nos proches, le comportement des gens qui nous attribuent des adjectifs. Moi, par exemple, des fois, j'ai des gens qui m'envoient des trucs en me disant « bah voilà, j'espère que tu iras mieux ». Mais je t'ai jamais dit que j'allais pas bien. Et à un moment donné, elle en parle. Elle parle des gens qui font des déductions pour nous, dont on n'a jamais demandé au passage qu'on les fasse. Et en plus, il y a des sujets qu'on n'a même jamais abordés avec les gens, mais ils nous les attribuent. Et à savoir que moi, dans mes vidéos, tous les... Comment dire ça ? Je vous parle de beaucoup de maladies, je vous parle de beaucoup de choses. Tous les mots, c'est le bon terme. Tous les mots dont je vous parle, tout le monde n'en souffre pas. Et je vous parle parfois de mots, sans forcément me désigner d'ailleurs, et c'est parce que je n'en souffre pas. C'est simplement que je sais qu'il y a des victimes qui en souffrent et qu'il faut en parler, donc je libère la parole, mais ça ne veut pas dire que je souffre aussi de ces mots. Mais certains proches ont un petit peu de mal à comprendre. Et ça, on le voit très très bien justement dans ce film. Ça ressort beaucoup. Les proches ou les gens qui parlent à la place des victimes, qui en fait n'ont rien demandé. Et ces proches qui se sentent investis et qui finalement prennent la parole des victimes, à la base ça partait d'un bon sentiment, c'était bienveillant, mais ça devient malveillant. Simplement parce que en faisant ça, ils bouffent l'énergie des victimes. Donc ça bouffe aussi la résilience et ça bouffe cette énergie à pouvoir se reconstruire parce qu'on est obligé de faire face d'abord à nos proches. Et en fait, on est obligé de régler plein de petits soucis avant d'arriver aux nôtres. Et les victimes survivantes, on a un petit peu de mal à penser à nous parce qu'à la base, il y a beaucoup de culpabilité et il y a beaucoup de toi. C'est de ta faute. Je ne te crois pas. Et c'est pour ça que c'était hyper important pour moi de parler aussi de ce petit aspect-là et de faire une parenthèse là-dessus. Ensuite, je tiens à remercier aussi Joachim parce que son témoignage était... Pour moi, il a beaucoup résonné en moi concernant en tout cas ses parents. Et je trouvais ça hyper courageux de la part d'un homme aussi de témoigner. Alors, je ne dis pas que les femmes, c'est pas courageux, c'est pas du tout ce que j'ai dit, ne me faites pas dire ce que j'ai dit, mais pour un homme, comme il l'explique, la société demande à un homme d'être viril, la société demande à un homme de dominer. Et en fait, quand un homme avoue avoir subi des choses, alors oui, c'est stupide, mais on associe ça à la fragilité. Ça veut dire que souvent il va avoir soit une réputation de fragile, soit oui, bon, lui de toute façon, en gros, il saura pas tenir son foyer, etc. Et vous allez peut-être trouver ça stupide, mais non, il faut du courage pour se montrer comme ça, comme il faut du courage pour témoigner dans un film ou sur une chaîne YouTube ou à la radio. Et il y a très très peu de gens qui en tiennent compte. Et pour un homme, ça demande beaucoup plus de courage, mais c'est pas le bon terme. C'est pas ce que j'essaye de dire, c'est simplement que merci à lui d'ouvrir également la parole pour les hommes. Il y a autre chose dont je voulais parler. Je tiens à remercier Joachim
d'avoir parlé du fait que son procès lui bouffait sa vie de couple, lui bouffait son énergie, etc. Et en fait, je me retrouve beaucoup là-dedans. Simplement parce qu'avec Simon, moi j'ai la chance d'avoir un mari qui est adorable, comme lui d'ailleurs a l'air d'avoir une femme adorable. Mais mine de rien, ça nous a quand même, les frais d'avocat, bouffé des vacances. Ça nous a bouffé aussi notre vie de couple parce qu'en fait, on passait notre temps à parler de ça. Et il a fallu à des moments qu'on se retrouve tous les deux et qu'on arrête de parler de ça, qu'on oublie un peu cette histoire. Et pourquoi entre Simon et moi ça a tenu et pourquoi ça tient encore? Parce qu'on s'aime. Mais des fois, l'amour ne fait pas tout. L'amour ne fait pas tout parce que si vous avez deux égoïstes et qu'aucun des deux ne se soucie de l'autre, parce que même moi, si je souffrais, je me souciais quand même de comment allait Simon, et je culpabilisais aussi que Simon n'allait pas forcément bien, forcément, ça n'aide pas. Et pareil, et ça je tiens à en parler, il n'y a pas de honte à ça. À un moment donné, Simon est allé voir quelqu'un. Il est allé voir un psychiatre pour en parler et pour expliquer comment il se sentait par rapport à tout ça. Et il a eu besoin d'échanger à un moment donné et ça l'a énormément aidé. Donc quand vous êtes un proche, n'hésitez pas à aller voir un psychiatre ou n'hésitez pas à aller voir un professionnel pour en parler. Par contre, je dis ça pour les conjoints et les aidants. Parce que ceux qui vampirisent les victimes en se faisant passer pour les victimes, en allant voir des psychologues ou des coachs, ça ne vous concerne absolument pas. Surtout si vous avez aidé l'agresseur ou autre. C'est pour ça, attention, je parle des aidants ou des conjoints, mais des conjoints aidants, pas des conjoints qui ne veulent pas aider. Je ne sais pas si c'est très clair, mais vous m'avez compris. Joachim m'a aussi touchée parce qu'il a soulevé le fait que lui, au bout de 2 ans de procédure, il était fatigué. Et ça m'a fait penser à moi au bout de mes 6 ans de procédure. C'est que lui, en fait, il est au début de la procédure et il expliquait à quel point ça épuise le système judiciaire tel qu'il est aujourd'hui, à quel point ça épuise les victimes parce qu'on a besoin d'abord de se reconstruire, d'avoir de l'énergie pour nous. Et en plus, on a un silence en face de nous avec le système judiciaire. Et c'est un silence qui est très dur à encaisser. Et je trouve qu'il le décrit très bien. Très très bien. Et pourquoi je me suis retrouvée dans son témoignage concernant le système judiciaire? Simplement parce que moi, comme ça a duré 6 ans et que mon agresseur a fait durer, et qu'en plus, il jouait sur la maladie parce qu'il allait pas bien et il était vieux. Et comme on lui disait avec mon avocat, il était pas vieux quand il faisait tout ça. Quand il a fait tout ça, en tout cas, il était pas vieux du tout. Il était pas handicapé, il était pas croulant, tout allait bien. Mais il a tellement joué avec ça qu'en fait, il ne s'est jamais présenté devant le juge d'application des peines et qu'en plus, il est mort avant d'avoir mis un seul orteil en prison et avoir payé 1 seul euro de son amende. Donc en fait, jusqu'au bout, malheureusement, les failles du système judiciaire lui ont permis de ne pas payer sa dette. Et quand je dis pas payer sa dette, pour moi, c'est pas l'aspect pécunier qui est le plus important. C'est le fait qu'il aurait dû aller en prison. Mais il a réussi à faire durer tellement pendant 1 an et quelques qu'en fait, il n'y est jamais allé. Et c'est vraiment la faille. C'est la faille du système judiciaire français actuellement. C'est le gros problème. Ensuite, Pascal m'a énormément touchée, surtout quand elle parle de son amnésie. Pourquoi? Parce que moi, je me suis beaucoup retrouvée là-dedans. Et il y a beaucoup de victimes qui se retrouveront là-dedans, beaucoup de survivants. Quand on règle des choses en thérapie, on se souvient d'autres choses. Et finalement, c'est comme si on ouvrait la boîte de Pandore. Et moi, pendant mes 2 premières années de thérapie, et en plus de l'affaire judiciaire, du système judiciaire, il y a un moment donné où je me suis retrouvée incapable de ne rien faire. Alors, je savais rouler, je savais travailler, etc. Mais j'étais vraiment en mode pilote automatique. Et en fait, tout ce qui se passait chez moi, je faisais souvent des bêtises. Et j'ai souvent fait des bêtises parce que j'ai déjà failli mettre le feu à ma maison en posant quelque chose sur le poêle, par exemple, en partant, en laissant quelque chose poser, alors qu'en réalité, ça ne m'arriverait jamais. On a des plaques à induction à la maison. Pourquoi? Parce qu'avec mes troubles de l'attention, je sais que quand j'ai fini de cuisiner, toutes les casseroles sont retirées de la plaque. Pourquoi? 1 fois sur 2, j'oublie d'éteindre la plaque. Et en fait, dans ma vie, j'ai mis plein de petites astuces comme ça, emboîtées les unes sur les autres, pour ne pas faire de bêtises et pour pouvoir m'en sortir. Et souvent, ma vie est très très bien organisée,
pour que justement je n'ai pas ce genre de problème. Mais je suis passée tout à fait par une phase comme Pascal, où ne serait-ce que sortir de chez moi ou aller chez le médecin, ça devenait un énorme événement à organiser. Pourquoi? Parce que je ne savais plus faire. Les choses banales de la vie quotidienne qui ne demanderaient pas d'effort à un adulte, c'était impossible pour moi. Et je la remercie d'en parler parce qu'on voit que sa fille comprend tout à fait. Et moi j'ai eu Simon qui a compris tout à fait à l'époque, mais c'est pas le cas de tout le monde. Et pourquoi je parle de ça? Parce que souvent les victimes ou survivants, on nous prend pour des débiles. C'est-à-dire que des fois quand on passe par des phases comme ça, et ça arrive, hein, il y a des fois où vous repassez un peu par des phases comme ça, mais elles sont beaucoup plus courtes, et bien en fait les gens vous prennent pour des débiles. Vous n'êtes pas débile, vous avez des troubles de l'attention. Pourquoi? Parce que votre énergie, votre esprit est ailleurs. Il est concentré sur le fait qu'il faut absolument que vous encaissiez ce qui est en train de vous arriver dans votre tête. Donc que vous encaissiez votre crise d'angoisse, que vous encaissiez les angoisses que vous avez en permanence. Et ça, c'est hyper important. Et par exemple, en parlant de ça, Norman disait que le silence pour elle était angoissant. Et moi, par exemple, chez moi, j'ai besoin de silence. Alors, pas parce que je ne supporte pas le bruit, à la base, c'est pas ça. C'est parce que s'il se passe quelque chose, s'il y a le moindre bruit qui est anormal, je peux l'entendre. On a tous nos petites obsessions. Et en fait, c'est un système d'autodéfense. Ça veut dire que chacun se protège comme on peut. Et je trouve que dans ce film, c'est très très bien représenté. Et d'ailleurs, le parcours de Sarah pour la guérison de sa fille est juste, mais héroïque. Elle est très très courageuse et elle est vraiment derrière sa fille et elle l'encourage. Et rien que pour ça, je suis sûre que sa fille, remplie d'amour, elle ne passera pas par certaines étapes où les victimes survivantes, on est obligé de passer. Ensuite, on voit Emmanuel, tout le long de ce reportage, qui s'identifie beaucoup à ce que disent les témoignages dans le film. Et en fait, Emmanuel réagit exactement comme nous tous quand on regarde ce film, où finalement, chacun, à un moment donné, on s'est pris un gros coup de poing dans la figure. Pas un mauvais coup de poing, hein, je précise. Alors, il n'y a pas de bon ou de mauvais coup de poing. Mais en gros, on s'est pris une claque. On s'est pris une claque parce qu'on s'est dit « ouais, c'est moi ». Et j'espère que les proches des victimes se sont pris une claque en disant « ouais, c'est elle, c'est lui, ou alors ça aurait pu être moi ». Et ça, je trouve ça hyper important parce que quand on s'identifie, on est plus à même à comprendre. Et finalement, dans ce film, chacun montre que notre quotidien est influencé par notre passé. Il y a forcément un lien. Les gens qui disent tu dois oublier, tu dois arrêter avec ça, mais c'est pas possible. Et chacun a choisi un combat par rapport à son passé, mais totalement différent. Et c'est ça qui est très important. Ça montre qu'on se reconstruit tous d'une manière totalement différente. Et je trouve ça important de montrer qu'il n'y a pas de mauvaise manière de se reconstruire, comme il n'y a pas de mauvaise manière de combattre. Et que notre premier combat, finalement, c'est le nôtre. J'espère que vous allez bien et que vous avez vu aussi ce film. Si jamais vous l'avez loupé, n'hésitez pas à aller voir sur M6 Replay, il y a encore. Il est en 2 parties, je précise, ne loupez pas la deuxième partie. Donc il y a la partie 1, la partie 2. N'hésitez pas à me dire également ce que vous en avez pensé. Pour ma part, j'avais 4 pages entières et je vous en ai lu que 2. Donc je me suis dit que si ça vous intéressait, je pourrais faire une deuxième partie la semaine prochaine. À bientôt!